l'opération Sunrise, c'est la reddition des troupes allemandes en Italie. Peut-être que ça a évité des bombardements terribles sur Florence ou sur je ne sais quel, des trésors artistiques mondiaux. Et donc c'est Dulles qui, dans l'ombre, arrive à négocier avec les Allemands qui ont compris que les 40 étaient cuites, que si on allait jusqu'au bout, c'en était fini de l'Allemagne. Et donc ils étaient dans une logique de dissociation avec Hitler. Ils ont pris des risques insensés. D'ailleurs, l'attentat contre Hitler a été en partie téléguidé de Suisse, par Alain Dulles en particulier. Donc voilà où se réunissaient, dans un petit coin du lac de Genève, donc Alain Dulles ou un de ses collaborateurs, et des officiers nazis, des officiers allemands anti-nazis. Et voilà Alain Dulles, très connu. Bon, il va devenir en 1953 patron de la CIA, et ça c'est une autre histoire. Donc c'est important. Et Gafencourt est connu par Dulles. Donc j'ai retrouvé dans les télégrammes américains, les télégrammes d'Alain Dulles, Gafencourt apparaît sous le chiffre 495. Il est perçu comme a firm friend of ours, un ami solide de l'Amérique. Et cette phrase en anglais, que vous comprenez, c'était une très bonne source pour l'OSS Berne, puisque les sièges de l'OSS étaient à Berne en Suisse, capitale helvétique. Donc ça c'est une note de 12 août 1944. Il transmet des renseignements à Dulles sur les opposants au régime roumain, par exemple le 21 septembre 1943. Il a des relations étroites avec l'ancien ambassadeur à Berlin, avec les leaders de l'opposition, Maniu et Bratianu. Oui, donc c'est toute cette guerre de l'ombre qui n'est pas connue encore. Peut-être qu'on pourra développer cette recherche plus tard. Mais voilà, il est considéré donc comme un homme qui demain peut peut-être jouer un rôle important. Bon, je passe sur les détails. Et puis enfin, pour la période suisse, et j'aborde mon troisième et dernier point, oui, la Suisse était une source d'inspiration fédéraliste. Tous ces gens-là vont forger leurs sentiments pro-européens à ce moment-là. Et c'est notamment donc cette fameuse délégation française de la résistance en Suisse qui va rédiger la première déclaration des résistances européennes à Genève le 7 juillet 1944. Et comme le disait quelqu'un qui a participé, le premier manifeste réellement européen de la guerre. Voilà, comment construire cette fameuse union fédérale pour remplacer l'anarchie actuelle des 30 États souverains, en s'appuyant sur une solidarité active qui, dès aujourd'hui, unit tous les peuples et tous les mouvements qui luttent contre l'oppression nazie. Voilà. Quelle leçon peut-on tirer de cette guerre? Forcément, ça parle à Gafencourt. Ça parle à Gafencourt. Donc voilà, il faut bien comprendre ce passage en Suisse pour bien sentir son pro-européanisme. Oui, c'est dans ce bouquin que j'ai cité, voilà, c'est Raymond Silva, Au service de la paix et de l'idée fédéraliste, c'est dans ce livre où il parle de Gafencourt, qui est édité en Suisse. Et donc, il va, bien entendu, faire partie du combat fédéraliste après la guerre, dès le 25 juillet 1945, dans le journal de Genève, parce qu'il écrit dans le journal de Genève, qui est quand même un des journaux les plus prestigieux de Suisse. Et là, il commence un petit peu à déchanter. Parce qu'il y a cette espérance fédéraliste, cette espérance qui naît de la fin prochaine du nazisme, mais il découvre quoi? Il découvre que les vainqueurs, dont l'URSS, bien entendu, puisque l'URSS fait partie des vainqueurs, il s'aperçoit que bien, ce rêve fédéralisme, ce rêve d'union, il est contrebattu par l'idée d'un partage en zone d'influence. Et c'est peut-être un des premiers à exprimer justement sa crainte. Et notamment, vous avez l'accord de pourcentage entre Churchill et Staline, par exemple. Et il dit, le partage, c'est la guerre. Donc il est extrêmement dépité. Et c'est lui le premier qui parle du rideau de fer. On attribue à Churchill, certes, Churchill l'a utilisé, mais le premier, c'est Gafencourt qui a parlé du rideau de fer. Le rideau, comme là, et le rideau de fer. Il ne s'agit pas de tirer le rideau entre deux mondes qui se résignerait à rester étranger l'un à l'autre. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Il ne reverra plus jamais son pays. Il avait bien vu
hein, la menace après la libération, après l'espoir, la menace. Et ça, nous Français, on a peut-être du mal à comprendre cela. On a du mal à comprendre que, et même les Français de l'époque, mais aujourd'hui encore plus, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense que Gafencu est très important pour cela. Et donc il va participer à des regroupements fédéralistes, et notamment le groupement roumain pour l'Europe unie, qu'il va créer en juin 1948, dans la foulée du Congrès européen de La Haye, qui est un peu le l'acte de naissance du mouvement européen. Et puis une lettre, voilà, cher monsieur, je tiens à porter à votre connaissance ce qui suit. Les délégués roumains ayant assisté au Congrès de l'Europe, à La Haye, à savoir Gafencu, etc., ont convié à Paris un nombre de leurs compatriotes afin de les engager à fonder un groupement roumain pour l'Europe unie. Ça se passe à Paris, les Roumains veulent se regrouper pour faire l'Europe. Et notamment Gabriel Badaro, qui va être un fervent fédéraliste. J'aborde le dernier point. Je suis dans les temps, Alexandre? Oui. Bon. J'aborde donc le dernier point de mon exposé, le fameux journal inédit de Gafencu. Donc il va d'abord aux États-Unis. Il va d'abord aux États-Unis pour essayer de fédérer les Roumains exilés. Attendez, je regarde. Voilà. Donc il va aux États-Unis. Et ce journal, hein, ça c'est une photocopie. Ce journal est très intéressant parce qu'il nous montre non pas l'homme d'État, l'historien, qui décrit avec passion certes, mais distance, la situation géopolitique, mais c'est l'homme. L'homme dans sa fragilité, l'homme dans ses doutes, l'homme dans ses sentiments, les questions de sa femme, même de son chien d'ailleurs, qui meurt à ce moment-là, et il se retrouve aux États-Unis. Et c'est tout le drame de l'exil en fait. Alors il va aller aux États-Unis, il va revenir parce qu'il a eu des problèmes de papier. Malgré le fait qu'il connaissait beaucoup d'Américains, des problèmes de papier qui auraient pu être résolus, qui allaient être résolus, mais on n'acceptait pas sa femme qui était française en tant que réfugiée, puisqu'elle était française, donc la France était un pays vainqueur, donc il était hors de question de la considérer comme une réfugiée, donc on voulait les séparer en gros. Et donc, je me permets de vous lire un passage, pour vous montrer un peu le ton très intimiste. Donc il est dans un immeuble qui est pas mal, mais bon, ils habitent une petite penthouse, en fait, à Park Avenue. Et il gère, comme il le dit, un présent d'infortune. Un présent d'infortune. Je ferme les yeux et je revois ces objets que j'ai aimés. Ils nous ont donné le sentiment que pour une seconde fois, nous avions échappé au naufrage. Parce qu'il s'agit d'échapper au naufrage. Plus modeste que la rue des Granges, le petit penthouse de la Park Avenue avait lui aussi réussi à calmer notre angoisse. Nous étions chez nous quand le soir, nous nous laissions tomber dans les fauteuils bleus du salon ou dans les grandes chaises Queen Anne du bureau. Ces meubles disparates, venus des quatre coins de la terre, il y avait en plus des fauteuils français et des chaises anglaises, une commode vénitienne, des tables espagnoles, et tout un mur couvert d'icônes orthodoxes, avait fini par se fondre en un ensemble uni et par créer une ambiance qui nous protégeait contre le mal de l'exil. Nos meilleurs amis étaient le portier et les garçons d'ascenseur. L'apothicaire du coin était une relation agréable. Américain, zélé et convaincu, il nous apprenait ce qui se fait, ce qui ne se fait pas à la Park Avenue. Mais son père était né à Herza. Quant à notre immeuble, il était exclusif, c'est-à-dire que les juifs qui demeuraient n'étaient pas censés pouvoir le faire. Pour ça, j'ai découvert ça. C'est quand même étonnant. Instrument de travail, donc que cet appartement, instrument de travail, il disait Nouchette. Nouchette, c'est le nom de sa femme. Enfin, pas le nom, mais le diminutif. Le diminutif, si on veut. Ouais. L'appartement était surtout un lieu de repos. On y était bien le soir. Lorsque l'ascenseur gravissait pour la dernière fois les 17 étages,
et qu'après avoir monté à pied le petit escalier tournant qui menait au-delà des toits, puisque c'est le penthouse, hein, c'est au-dessus, là où notre maisonnette s'érigeait au fait d'un grand immeuble, nous fermions la porte sur tout ce qui nous était étranger. Et là, ils se retrouvaient, hommes et femmes. L'immense ville cosmopolite, où au milieu des bruits ahurissants, nous portions résignés le poids de notre solitude. Une fois chez nous, le monde nous appartenait. Il tenait dans les 3 pièces auxquelles l'isolement dont elle jouissait, au-dessus en retrait du frémissement de la métropole, donnait une importance et un semblant d'espace que leurs proportions réelles, excessivement modestes, étaient loin de justifier. Voilà, donc il raconte toute cette vie. Et donc vous voyez, c'est très intimiste. On le voit faire la vaisselle, par exemple. Il parle des cuisines américaines, qui étaient très modernes par rapport aux cuisines européennes à l'époque. Et il parle aussi de la communauté roumaine. Et là, il est très déçu, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il va partir en France. Et il a cette formule, voilà, j'assiste à une dernière flambée d'ambition inutile. Les gens étaient incapables de se réunir, hein, d'avoir une voie commune. Et les problèmes de survie, les problèmes de la survie rapprochent les uns et les autres, tandis que dans les relations entre gens du même pays, la détresse provoque une dernière flambée d'ambition inutile. Ces derniers se disputent alors, avec une âpreté farouche, comme dit Nouchet, les cabines de première classe sur le paquebot sombre. Dur. On se dispute les cabines de première classe sur le paquebot sombre. Voilà sa vision, bon, je ne développe pas, voilà sa vision d'immigration roumaine aux États-Unis. Donc c'est un peu déçu par ses compatriotes, le refus parce qu'on lui proposait de prendre la direction d'un organisme, il refuse. Il revient en France, et là il va entrer, donc ça c'est une photo qui n'est pas connue du tout, hein, que j'ai scannée et qui est issue de ce livre. Alors moi j'ai bien connu Jean-Pierre Bouzy, qui était un animateur de la Maison de l'Europe, voilà, et qui m'avait donné ce livre. Il m'a beaucoup aidé pour faire mon habilitation à diriger de la recherche, parce que c'est un ami d'Henri Freinet. C'est un peu le secrétaire, voilà, plus que ça, mais le secrétaire général d'Henri Freinet, très impliqué dans les mouvements pro-européens, l'UEF en particulier. Il écrit un livre qui est publié chez Lausanne, d'ailleurs on retrouve la source helvétique, les pionniers de l'Europe communautaire. Et bien dans les pionniers de l'Europe communautaire, on voit M. Gaffengo. Donc ce n'était pas n'importe qui. Voilà, ce n'était pas n'importe qui. Je n'ai pas amené le bouquin parce qu'il est désossé, etc. Il est très fragile. Mais voilà, cette photo, je l'ai trouvée dans ce livre. Il fait partie des pionniers. C'est quand même intéressant de le mentionner, je pense. Alors, donc je termine sur la manière dont il voit la France. Comment il voit la France après la guerre, au moment où la guerre froide commence à se figer. Vous savez qu'on dit que la guerre froide commence en 1947, 48, et elle va se figer assez rapidement. Donc, premièrement, dans ce journal intime, il parle de l'Europe de l'Ouest face à l'Europe de l'Est. Et là, il est déçu. Il est déçu pourquoi? Parce que la petite Europe avait remplacé dans la pensée des unionistes et des fédéralistes l'idée plus large et infiniment plus audacieuse d'une Europe unie. Il a rêvé ensuite d'une Europe unie, et il trouve une partie de l'Europe qui ignore l'autre partie. Cela avait pour effet de diminuer la tâche des exilés, et oui, forcément, qui devenaient des adhérents périphériques dont la présence pouvait être gênante. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que oui, les exilés de l'Est, comme lui, rappelaient que l'Europe dont on rêvait n'a pas eu lieu, et qu'il fallait mener un nouveau combat, et pas se replier sur l'Ouest. Il trouve beaucoup d'Européens, et de nos meilleurs, hélas, qui étaient arrivés à concevoir l'Europe sans nous. Concevoir l'Europe sans nous. Et ça, c'est une source de désillusion. Il va finalement de désillusion en désillusion. La France, il aime beaucoup la France. Il est lucide néanmoins. On peut aimer être lucide. Peut-être pas au début, mais après, on peut aimer être lucide. Il dit que la France, finalement,
est dans cette course chilienne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit oui, la France, après la guerre, vous savez que la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même la fin de l'Europe. Hitler a signé la fin de l'Europe quand même. L'Europe puissance. L'Europe civilisation. Mais qui renaît grâce à la construction européenne. Justement. Pourquoi la France se sent aujourd'hui diminuée dans sa mission universelle? Il se pose ce genre de questions. Parce que la France a un message universel à porter au monde. Pourquoi son prestige baisse dans le monde? Pourquoi son autorité s'effondre? C'est terrible comme constat. Comment elle peut survivre à l'Europe? Mais surtout, il pose une question très importante, c'est comment elle va être défendue, la France? Dans la mesure où la frontière du Rhin reste ouverte à l'invasion. Qui est-ce qui va défendre la France? Il se pose cette question, que peut-être certains Français ne se posent même pas. Et malheureusement, il pense que les Français se trompent d'ennemis, en fait. Il dit, il abuse un peu, bien entendu, c'est sous le coup de l'émotion, il dit, ben voilà, les Français mettent leur suprême espoir dans la bienveillance de l'Asie, c'est-à-dire la Russie. Les Français aiment se tromper de danger, en confondant volontairement, et de parti pris, les effets et les causes. Il est dur, hein, mais très juste, en fait. Il leur plaît d'attribuer le malaise dont ils souffrent à la façon dont les États-Unis dirigent les affaires du monde libre, et tout particulièrement à la collusion entre les intérêts américains et ceux de l'Allemagne renaissante. C'est vrai que les Américains, vous le savez, leur stratégie était de refaire une Europe, mais intégrant l'Allemagne, mais une Allemagne démocratique. Les Français sont réluctants, parce que la France, ça lui a souffert dans son histoire de l'Allemagne. C'est difficile pour les Français d'être pro-européens avec l'Allemagne intégrée. Je donnerai un exemple, puisque j'habite dans l'Est de la France. Le maire de Montbéliard, quelques années après la Libération, était déporté résistant. Il a voulu jumeler sa ville avec Montbéliard, donc avec une ville allemande, Ludwigsburg. D'ailleurs, si vous allez voir un match, le FC Sochaux, passez par ce pont. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est fait traîner dans la boue. Parce qu'on ne pactise pas avec l'ennemi héréditaire. C'était ça, le début des années 1950. Bien entendu, ça a évolué, heureusement. Mais n'oublions pas que dans la France de l'Est, on était encore très anti-allemand. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas, bien entendu. Mais c'est quand même important. Donc il est déçu, il dit, mais il faut sortir de cette fixation par rapport à l'Allemagne. Et donc il dit, mais les Français peuvent être sauvés matériellement grâce au plan Marshall, ils peuvent être sauvés aussi sur le plan politique, et finalement, ils mordent la main aux Américains. Et donc il dit qu'il y a une schizophrénie là. Et je trouve que c'est très bien senti psychologiquement. Il dit, mais comment expliquer que les Français soient perpétuellement excédés par les engagements qu'ils ont consentis et parfois même proposé de prendre? Il dit, les Français, ça ne va pas. Ils veulent une alliance atlantique, une alliance avec l'Amérique, et puis en même temps, ils sont anti-américains. Alors, pas tous les Français, bien entendu, mais beaucoup de la classe intellectuelle française, beaucoup de Français issus de la classe intellectuelle étaient, c'est vrai, anti-américains. C'était la chose la mieux répandue à cette époque. Et il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, ça c'est effectivement un syndrome français de cette époque. Il a peur que l'Occident européen soit désarmé. Et notamment lors de la conférence de Berlin qui réunit des ministres des Affaires étrangères. France, Grande-Bretagne, États-Unis, URSS. Ça se passe donc à Berlin. Et Molotov propose un projet de traité de sécurité collective en Europe. Et pour qu'a fait le coup, et il n'a pas tort, c'est peut-être une manière justement d'isoler l'Europe des États-Unis. Et on est à une époque où on discute de la CED, Communauté Européenne de Défense. Et puis, de la question de l'OTAN qui a été créée en 1949. Et la France en particulier était singulièrement visée, puisque la France était quand même le pays d'Europe de l'Ouest le plus solide à ce moment-là. C'est le pays qui est dans le camp des vainqueurs, contrairement à l'Italie ou à l'Allemagne.
Et donc, la France bénéficiait, si je puis dire, d'une attention particulière de Moscou. Et là, on pourrait en discuter, mais j'ai même un document que j'ai prévu pour une autre conférence que je pourrais vous montrer, et qui est très clair, hein, sur le fait que l'URSS considérait que la France était un petit peu son porte-parole et qu'il fallait orienter les élites dans le sens pro-soviétique, en répandant donc le mouvement pacifiste. Hein. C'est-à-dire que, mais ça c'est aussi une politique assez exceptionnelle. C'est-à-dire pendant que l'URSS créait la bombe atomique, préparait la bombe à hydrogène, il répandait le sentiment pacifiste en disant les Américains sont les bellicistes. Les Américains ont lancé la bombe sur Hiroshima. Mais nous sommes pour la paix. Nous sommes pour une recherche scientifique orientée vers la paix. Et c'est comme ça qu'ils ont instrumentalisé, je pense qu'on peut utiliser le mot, un grand monsieur, prix Nobel de physique, professeur au Collège de France, qui s'appelle Joliot Curie. Vous connaissez Joliot Curie, qui était un grand savant, communiste, mais très idéaliste. Et il s'est fait totalement vampiriser, si je puis dire. On a utilisé sa science, sa réputation mondiale, mais aussi son idéalisme. Et ça, c'est terrible. D'ailleurs, Joliot Curie a dû partir du CEA, puisqu'il avait créé le commissaire de l'énergie atomique, et c'est l'objet de mon livre, justement, qui va apparaître. Je travaille là-dessus, sur ce genre de considération. Il est obligé de quitter le commissariat de l'énergie atomique, parce que ses engagements politiques étaient trop orientés du côté de Moscou, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que dit Gafenkou? Il est vraiment fâché, parce qu'il dit il ne s'est trouvé personne à cette conférence pour rappeler le sort des pays du centre et de l'Est européen, personne pour parler des peuples réduits à l'esclavage, des engagements violés, des traités de paix bafoués, jetés aux orties, et pour demander de quel front ils osaient encore proposer à l'Europe une garantie de sécurité. Et ceux qui ont violé les peuples, qui ont réduit les peuples à l'esclavage, selon son expression, comment peuvent-ils proposer